plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous avons atteint et même dépassé la barre des 1000 abonnés. C'est un réel plaisir pour moi de vous compter de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Pour les personnes qui me suivent depuis le début, je vous renouvelle mes amitiés. Pour les personnes qui me suivent depuis peu ou qui me découvrent, bienvenue déjà. Je suis Stéphanie Tam, consultante en épanouissement féminin depuis 2 ans déjà. Et sur ma chaîne YouTube, principalement, j'aborde les thématiques qui ont trait de près ou de loin avec le féminin, les thématiques qui traitent du féminin. Donc n'hésitez surtout pas à visiter ma chaîne et à prendre connaissance des différentes thématiques que j'ai déjà eu à aborder jusqu'ici. Aujourd'hui, nous allons parler de bonheur, d'épanouissement lorsque nous sommes en situation de handicap. Pour ce fait, je serai accompagnée d'une jeune demoiselle qui va nous parler de qui va nous raconter son histoire. Je la laisse se présenter et nous allons commencer l'entretien. Salut, je m'appelle Stella. J'ai 22 ans, je suis étudiante en 2e année management touristique et je suis Miss Handicapée Cameroun, 2e dauphine. De quelle année? C'était 2020? 2020-2021, donc j'ai le mandat de 2 ans. D'accord. 2 ans? Oui. Pourquoi les mandats de Miss maintenant c'est 2 ans au Cameroun? En fait, parce que la Miss Handicapée Cameroun, c'est un nouveau concept et du coup, non, c'est pas encore comme Miss Cameroun. Donc, pour histoire de mieux faire connaître la chose. Voilà. Donc, le comité a décidé de donner 2 ans aux Miss. Voilà. Donc, tu étais Miss Dauphine. Donc, oui. Après la Miss, c'est toi directement. Donc, si la Miss démissionne, c'est toi qui deviens Miss. D'accord. Okay. Donc, mon histoire, ça commence à mai. Donc, j'étais en classe de terminale. Le temps pour moi, je faisais terminale tourisme. Et étant en tourisme, on a plusieurs phases de composition. Donc j'avais passé la première phase qui était le sport, la deuxième phase qui était la soutenance du stage. Donc il me manquait juste l'écrit. Et un beau jour, un dimanche, un 5 mai, un dimanche, c'est vraiment les choses de Dieu. Quelle année? 2019. Un 5 mai. C'est tout récent. Oui, il y a de cela 2 ans si je ne me trompe pas. Dans un CM, un dimanche à 2019, je partais à une soirée. À une fête, à l'Andjoka. Tu partais à l'Andjoka? Je partais, comme Stéphanie t'a dit bien, je partais à l'Andjoka. Donc, arrivé, ça s'est bien passé. Quand je rentrais de mon retour, pour rappeler, je ne suis pas née handicapée, je suis devenue handicapée. Donc, au retour d'une Joka, si on peut dire ainsi, j'ai eu mon accident. Il y a eu collision entre la moto et le grenier. Et du coup, quand ça s'est produit, quand je me suis relevée, j'avais l'intention de partir, mais je ne savais pas où je devais partir, mais je voulais partir. Mais malheureusement, j'ai eu une fracture au niveau du pied, une fracture interne au niveau du pied. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus marcher. Mais je n'avais pas encore prêté attention au bras. Donc c'est quand je veux prendre l'appui sur les 2 bras que je ne ressens plus mon bras. Et subitement, je me retourne dedans, parce que j'avais mis les ongles. Je me retourne dedans, je vois la main était écrasée et tout. Mais bon, moi ça ne m'a rien fait parce que moi je pleurais mon pied. J'aime beaucoup marcher. Donc moi, j'avais même pas idée qu'on pouvait opérer le pied de moi. Ils savaient que non, c'est mon pied qu'on devait amputer. Mais malheureusement, je ne suis pas tombée au coma. Je n'ai pas mis l'homme sur le lieu de l'accident. Il y avait des gens avec qui je rentrais d'une Joka. Parce qu'on rentrait en groupe. Donc ils m'ont porté, on m'a amené directement au CHU. Mais arrivé au CHU, ils ont dit que c'était compliqué, c'était plus grave. Donc dans le taxi, il y avait un militaire et le militaire avait des relations avec un docteur de l'hôpital central. Donc c'est comme ça qu'il fait appel au docteur et on me transfère de l'hôpital central. Donc je crois de 23h, c'est à 5h que je suis entre bloc pour l'opération, pour l'amputation du bras. Mais avant cela, on avait fait appel à la famille et tout le monde. On me dit, donc maman en fait, elle était tellement traumatisée parce qu'elle se disait que moi, j'allais
comme on dit en quelque sorte, j'étais la blanche de la famille. Tu avais prévenu quand même que tu patronnes du canon. Oui, j'avais prévenu que je patronne de cas. Donc quand maman est arrivée à l'hôpital central, elle était vraiment désespérée et du coup, elle ne s'attendait pas. Mais quand mon docteur est entré, il m'a dit ceci, que ma fille, du courage, de toute façon on va amputer ton bras. J'ai dit au docteur que d'accord, il n'y a pas de souci, qu'on ampute le bras, ça ne dérange pas. Mais bon, quand mes oncles entraient, me disaient non, on va mettre le fer, on va faire comme ça. Donc ils ne peuvent pas m'annoncer la nouvelle qu'on va amputer le bras. J'étais avec ma petite sœur parce que c'est elle qui me tenait compagnie. Je ne pouvais pas rester seule dans la salle d'attente. Elle me tenait compagnie, elle me posait des questions, elle et moi on échangeait. Ça passait. Elle venait me toucher même le bras, elle me disait que non, on ne va pas amputer le bras, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais moi, je savais qu'on allait amputer le bras. Elle voulait me remonter. C'est donc comme ça, 6 heures, je suis entrée au bloc d'opération, d'opérateur autant pour moi. On m'a opéré, on m'a amputé le bras. Quand je suis ressortie, donc j'avais 2 idées quand j'entrais, soit les fers, soit l'amputation. Donc quand je suis donc ressortie de l'hôpital, j'ai juste fait la même comme ceci et du coup, je n'ai pas vu le bras. J'ai dit, bon, ce que Dieu fait, bon, je ne peux pas me lamenter parce que si je me mets à me lamenter, ça ne va rien changer. Le fait est fait. Je dois juste me relever et continuer la vie comme toute autre personne, comme je vivais avant. Donc, voilà un peu les circonstances dans lesquelles j'ai eu mon accident. Et je tiens à rappeler que c'était à 2 semaines du bac, comme je l'ai dit plus haut, c'était à 2 semaines du bac. Bon, mes professeurs sont venus, ils m'ont dit je ne peux pas composer, machin, truc. Moi j'ai dit je vais composer le bac. Même si on me dit quoi, je vais composer mon bac et je vais avoir mon bac. Donc, aux urgences, après l'amputation du bras à l'hôpital central, puisque j'avais des blessures un peu de partout, le pied, on n'avait pas encore pris soin du pied et tout. C'est comme ça que maman, parce que le grumier n'a pas fui, donc j'étais assurée. Et c'est comme ça qu'on fait dans la procédure, on me renvoie aux urgences, on opère le pied aux urgences et après, je crois, 1 semaine, ça allait déjà un peu. On m'a renvoyé dans une clinique à Essos. Donc c'est de là que je partais pour aller composer le bac sur une chaise volant parce que je n'arrivais pas à marcher. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu mon bac. Tu étais sur la moto en fait, tu as pris la moto, tu n'étais pas en voiture et il y avait le conducteur de la moto, il y avait d'autres passagers sur la moto. Non, j'étais juste avec le motoman. Tu étais avec le motoman. Ah d'accord, ok. Et c'était tard dans la nuit, c'était dans la journée, quand tu es revenu, quand tu rentrais du boulot, c'était à quelle heure à peu près? 22h, à peu près 22h, 23h. Comment est-ce que tu étais avant? Parce que là, l'histoire que tu nous as racontée, tu sembles être une fille forte, tout ça. Tu étais déjà comme ça avant l'accident? Oui, j'étais toujours comme ça. Raison pour laquelle j'ai dit dans mon message que on m'appelait la blanche de la famille. La blanche. Pourquoi? En fait, parce que moi d'abord, parmi toutes mes soeurs, je suis celle qui bouge beaucoup, qui fréquente des grands milieux, si je peux dire ainsi. La star. Dans la star, oui. Et la plus éveillée de la famille. Donc c'est pour ça que maman m'a dit que je suis sa star. Tu as combien de frères et sœurs? Combien? Nous sommes 3 filles. Donc je suis la deuxième. Et comment est-ce que pendant toute cette période, à partir du soir de ton accident, la période de tous les passages à l'hôpital et à 2 semaines du bac, comment est-ce que tu étais émotionnellement parlant? Même c'est que tu as gardé ton côté joyeux, que tu t'es pas laissé abattre par les circonstances, mais émotionnellement à chaud pendant cette période-là, comment est-ce que tu étais? C'est vrai qu'au début, c'était pas facile pour moi. Mais j'avais déjà accepté ma situation de handicap. Cela n'empêche qu'il y a des certains moments, même jusqu'à présent, cela n'empêche qu'il y a les jours où je pleure, mais bon, je sais pas, c'est pas moi qui fais, mais ça arrive. Parce que toute personne en situation de handicap, peu importe son degré de joie, il va toujours avoir un jour où, sans s'en rendre compte, il ou elle va se mettre à pleurer. Donc c'est un peu ça c'est un peu les moments là que je passais à l'hôpital. Les moments où je me mets à pleurer, mais quand il n'y a pas la famille tout autour de moi, parce que si je pleure, si je pleure devant la famille, ça va trop les affecter. Donc par exemple, quand j'étais seule, quand je refusais des visites,
et je vois mon bras et surtout quand on faisait le pansement, les douleurs, le pansement, c'est la partie là qui me faisait franchement mal et je regrettais, je me disais pourquoi moi, pourquoi. Donc c'est quand j'avais mal, quand on faisait le pansement, quand la blessure était vraiment intense, que j'avais tous les remords dans ma tête, que pourquoi moi, est-ce que je suis la seule fille qui sort, est-ce que je suis. Donc c'est un peu d'émotion là, mais après. Tu relativises. Oui. Quel est le rôle que ta famille a eu pour toi? Le rôle que ma famille a eu pour moi, c'est de me soutenir, de m'encourager et surtout de ne pas me blâmer d'être sortie ce jour. Du coup, c'est vrai, avant mon accident, je ne voyais pas l'importance de la famille. Mais quand j'ai eu mon accident, j'ai vraiment, en fait, j'ai vu même ceux qui n'étaient pas de ma famille, même mon entourage, donc ils m'ont tellement soutenu, plus précisément ma mère. Pourquoi? Parce que je m'attendais pas. Donc moi, je m'attendais à autre chose, même à montrer une autre image d'elle. Et du coup, elle m'a beaucoup encouragée dans ma situation. Et du coup, 2 semaines après, tu passais ton baccalauréat. Et du coup, ça s'est passé comment? Comment est-ce que tes camarades, du coup, qui ont appris la nouvelle, forcément, je suppose, comment est-ce qu'ils t'ont accueilli quand tu es retourné à l'école, dans les salles de compo? Comment ça s'est passé? Est-ce que ceux qui suivaient les élèves, là, comment ça s'est passé, en fait, pour toi? En fait, quand je décide de composer le bac, je ne dis pas. Pourquoi? Parce que, comme on dit souvent au Cameroun, il y a les gens sont venus dire que c'est de la sorcellerie et tout, et tout, et tout. Et donc on dit, bon, comme les gens disent que c'est la sorcellerie et que étant une élève qui compose le bac, à 2 semaines, elle faisait quoi dehors dans la nuit. J'ai décidé, ma famille et moi, j'ai fait appel à tous les membres de ma famille un jour à l'hôpital. J'ai dit, je vais composer mon bac. Mais ne dites à personne, ça va être une surprise, que ce soit au quartier, que ce soit avec mes camarades de classe. Je dois remarquer le premier jour de l'examen, parce que c'était un peu de partout dans tout le lycée. Donc c'était vraiment, comme on dit, j'étais vraiment la star du lycée. Malgré toi? Malgré, j'étais la star du lycée. C'est vrai que quand je suis arrivée à la salle, le jour de l'examen, le premier jour de l'examen, mes camarades, je ne sais même pas, c'était comme si c'était un réflexe. Donc, puisqu'on composait au 3e niveau, quand ma mère est partie voir le proviseur, c'est même un peu de partir d'ailleurs, quand elle est partie voir le proviseur pour dire que je dois composer, il m'a fait comprendre que si je décide de le composer, je vais composer comme tout autre candidat. Donc il n'y a pas d'exception qu'on va me mettre à part, donc je vais me mélanger avec mes camarades. Et du coup, la salle de l'examen, c'était au 3e niveau. Et j'étais sur la chaise roulante. Ce qui fait que mes camarades, le premier jour, je suis arrivée un peu plus tôt, donc 6 heures. Quand je dois arriver, mes camarades étaient là en bas. Donc quand ils étaient dépassés, ils étaient tellement fiers. Même des professeurs, même le proviseur était tellement fier qu'ils ne comprenaient pas. Donc, en fait, quand on est venu dire que je composais, je croyais que j'étais en train de blaguer, que c'était une blague. Mais quand il m'a vu ce jour, les professeurs, les surveillants, les camarades et d'autres camarades et d'autres filières, ils étaient tellement contents de me voir venir composer. Et ce qui fait que chaque matin, mes camarades m'attendaient en bas, mes camarades m'attendaient en bas pour me porter sur la chaise roulante et me laisser en classe. Et m'attendaient à la fin aussi, pour me ramener en bas. Et c'est ta mère qui venait t'accompagner ou bien tu faisais le trajet de la maison à l'école toute seule? Non, je faisais le trajet de l'hôpital. Ah, de l'hôpital, oui. De l'hôpital pour l'école. Et c'est ma tante et ma petite soeur qui m'accompagnaient parce que ma petite soeur avait déjà fini l'école. Donc il y avait la petite soeur de maman qui m'accompagnait avec ma petite soeur. Donc j'étais 2. Elle m'accompagnait. Elle restait là quand je compose, elles attendent en bas. C'est vrai que le premier jour n'était pas facile. Pourquoi? Parce que j'ai fait pratiquement 2 semaines, disons 1 semaine et demie comme ça là, dedans. Donc quand je suis ressortie pour aller composer, la première épreuve m'a quand même un peu menacée avec le froid et tout et tout et tout. Mais bon, j'ai pris des médicaments, ça s'est allé. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé de
d'avoir été active, de n'avoir pas passé un long séjour à l'hôpital, d'être retournée sur les bancs tout simplement. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé? C'est que peut-être tu restais à la maison et que tu ne voyais personne, peut-être que, je ne sais pas, ça allait peut-être influencer sur ton moral. Tu penses que ça t'a aidé d'être tout de suite active? Oui, je peux dire que ça m'a aidé. Pourquoi? Parce que si j'étais seule à la maison, délaissée à moi, moi je préférais mourir. J'allais même boire un truc comme ça pour mourir et partir. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Mais ce qui donne la force, quand tu t'acceptes, la société t'accepte aussi. Et du coup, donc, moi, je me suis rendu compte qu'on m'a même accepté avant que je n'accepte. Donc, mais comme vous dites, si je restais isolée et que peut-être tout le monde... Parce que tu allais voir tout le monde qui est occupé, tout le monde qui continue sa vie normale et toi tu allais être délaissé à toi. Mais je pense quand même que ça allait avoir un impact sur ton moral. Donc tu n'as même pas laissé que les choses s'accumulent. Tout de suite tu étais, malgré le fait que tu prenais encore des médicaments, tu subissais encore l'opération au niveau de tes pieds. Je pense quand même, je crois que ça t'a quand même aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Et du coup ton entourage, tes amis, aujourd'hui, est-ce que après 2 ans après ton accident, est-ce que tu as une vie sociale? Comment ça se passe? Tu as des amis, tu pars, tu joues au joker. Donc, avec les amis et mon entourage, ça se passe très bien. Pourquoi? Parce que il y a mes camarades. Quand j'ai eu le bac, je me suis dit, bon, à l'université, c'est un autre monde. Comment est-ce que les gens vont me regarder? Pourquoi? Parce qu'on m'a même demandé de rester à la maison, me reposer, pour faire 1 an. J'ai dit non, je m'en vais à l'université. Dans la tête, c'était que comment est-ce que je vais m'y prendre à l'université? Pourquoi? Parce que là, c'est déjà un autre monde, le monde des grands. Et puis les gens ne sont pas forcément au courant de ton histoire. Au courant de mon histoire. Donc, ce qui fait que je suis arrivée, ils ont fait, quand j'avais dans ma salle de classe, elles ont fait, je crois, 2 semaines. J'avais l'écharpe. Elles n'ont pas su que j'étais en situation de handicap. Donc, elles n'ont pas su que j'étais handicapée. C'est lors d'une causerie qu'on causait. Et du coup, j'ai fait part à mes camarades que je n'ai pas un bras. Parce que moi, je ne me cache pas. Moi, je dis, je n'ai pas un bras. Je n'ai pas acheté ça au marché. Ça arrivé. Donc, j'ai dit, je n'ai pas un bras à mes camarades. Elles étaient dépassées. Comment ça? Je crois que c'était là en fait, un style de vêtements que toi tu voulais nous apporter à l'université, l'écharpe et tout. J'ai dit non. Particulièrement à Ngotam, Diane, elle était... On cite les contemporains. Diane, ma petite soeur. Oui. Donc quand je disais, s'il te plaît, elle ne veut même pas mettre mon sac, je porte... Bon, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elle avait peur de me demander pourquoi la fille me demande de l'aider comme ça à chaque fois. Elle se prend pour qui demain? Donc, elle n'avait pas compris. Hein. Et même quand je marche, par exemple, au quartier, ils ont toute tendance à vouloir arrêter le bras. Et du coup, parfois, on me dérange parce que ça bouge. Donc, on me dérange souvent en me disant, prends un peu, peut-être... la nourriture, parce que moi j'ai mangé. Prends un peu la nourriture là avec l'autre bras et tout. Donc l'ambiance est vraiment bien dans mon entourage. Je suis toujours comme avant. Mes amis ne m'ont pas abandonné. Si je peux citer les noms, ça ne dérange pas. Ma petite sœur d'abord, Lolita, parce que c'est elle qui m'apprend à écrire pour la première fois avec la main gauche à l'hôpital. Et il faut préciser que tu fais ton accident 2 semaines après, tu passes ton bac et à la base, tu es droitière. Et donc en 2 semaines, tu as été obligée d'apprendre. Tu as appris en 2 semaines écrit avec la main gauche. Oui. Tu as composé ton bac avec la main gauche et tu as eu ton bac. Oui, avec la main gauche. Je pense que c'est à féliciter en fait. Merci. Oui, donc tu sais que Lolita oui. La dédicace. Oui, donc Lolita, ma petite sœur chérie, c'est elle qui m'a appris à écrire avec la main gauche pour la première fois. Elle m'a aussi beaucoup encouragée et du coup, elle n'aime pas trop voir mes photos sur Facebook quand je pose ce genre donc en fait quand on expose mon bras, pourquoi? Parce que elle a subi un traumatisme même comme ça, parce que elle et moi c'est fusionnel. Et il y a aussi ma MM, donc on s'appelle ma moitié, elle s'appelle Kezia, donc elle aussi elle m'a beaucoup encouragée. Il y a aussi Loïc et Junior, ils m'ont beaucoup encouragée. Donc ça, ce sont mes amis du quartier et mes amis du lycée technique. Donc, je peux dire en général à Terminal Tourisme.
ils m'ont aussi beaucoup encouragé et soutenu, même jusqu'à présent. Donc, mon entourage, ça se passe comme avant, il n'y a pas de changement. Moi, je ne vois pas de différence. Il y a. Ils ne te font pas ressentir... Non, ils ne me font pas rester. Au contraire, ils me font... Parfois, j'oublie même que je suis handicapée, j'oublie que je suis invalide, j'oublie que j'ai un bras. Pourquoi? Parce que moi, je travaille toujours comme ils travaillent, donc moi, je ne vois pas la différence en fait. Et du coup, le regard de la société, quand tu marches dans la rue, quand tu vas dans des endroits publics et que les gens qui ne te connaissent pas, comment est-ce que tu sens comment les personnes te regardent? Est-ce qu'on te regarde différemment? Pour la première fois, après mon accident, quand je suis sortie, c'était pas facile. Pourquoi? Parce que j'avais l'écharpe. Mais avec l'écharpe, c'est vrai que c'est pas... Pas l'écharpe de Miss. Non, pas l'écharpe de Miss. L'écharpe, voilà. Oui. Donc pour la première fois, c'était pas facile avec le regard de tout le monde, tu vois. Les gens peut-être prennent des photos, ils font les mains avec les... En fait, ils arrangent les greffes avec notre main. Moi, je suis là comme ça, avec ma tête comme ça, là, et du coup... Donc ça, les gens ne faisaient que me regarder. Donc comme ils ne peuvent pas venir m'approcher, me dire... Qu'est-ce que tu as eu? Bien, pourquoi tu es comme ça? Mais avec le regard, je sais. Surtout dans le pays, c'est comme les gens connaissent alors regarder les gens. On te regarder avec insistance. Donc je sais qu'il veut me dire. Et quand je veux me comme ça, je me rapproche avec la personne, je dis que oui, maman, je suis handicapée, je n'ai pas un bras. Elle me dit, ouais, Assia, et j'aime pas qu'on me dise Assia, parce que ça... C'est comme si je faisais pitié. C'est comme si j'apportais la pitié tout autour de moi. Donc j'aime pas ça. Mais bon, après les autres sorties, je me suis sentie, ça va. Tu ne regardes même plus le regard des gens. Plus. Même quand je me regarde, je dis que peut-être que je suis belle, pourquoi c'est pas que tu me regardes. Et pourquoi tu n'acceptes pas la pitié des gens? En fait, pourquoi je n'accepte pas la pitié des gens? Parce que c'est pas ça que j'ai envie de ressortir. Donc, je ne veux pas ça. Je ne sais pas si je peux donner une explication. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça ne t'aide pas? Voilà, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas. Donc tu veux qu'on te traite comme une personne à part entière? Voilà. Comme toute autre personne à part entière, comme tu as dit. Professionnellement, là, tu es encore étudiante. Mais qu'est-ce que tu envisages de faire plus tard? Est-ce que du coup, le fait que tu sois maintenant dans cette situation-là, est-ce que ça a réduit peut-être ça, tu as dû changer de métier depuis que tu es dans cette situation-là? Avant, tu voulais devenir quoi? Est-ce que c'est toujours le même métier? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton futur métier, dans ce que tu veux faire plus tard? C'est vrai que, étant en situation de handicap, il y a des choses que des personnes peuvent faire et qu'elles ne peuvent pas faire. Pas parce que on nous réunit dans la société, non, mais parce que ce sont des choses réelles. C'est évident. Et c'est évident en fait. Par exemple, être policier, j'en sais rien du tout moi. Voilà. Les concours de la gendarmerie et comme cela, une personne handicapée ne peut pas faire ça. Une personne, peut-être que celle qui a une personne handicapée de la main comme moi et une fracture au pied ne peut pas le faire. Une personne aussi qui n'a pas de pied ne peut pas pratiquer certains métiers quoi. Donc pour moi, avant d'être invalide, je suis censée être guide touristique, mais avec mon handicap, ça ne dérange pas. Je peux toujours poursuivre ma carrière en tant que guide touristique, si Dieu le veut bien sûr. C'est toujours ça que tu veux faire? C'est toujours ça que je veux faire. On va parler de ton côté amoureux, ta vie amoureuse. Comment ça se passe de ce côté-là? Est-ce qu'on te drague? Oui, on me drague. On me drague, je suis pas quand même si je suis pas laide. Même pas laide du tout, même pas du tout. Donc même étant à l'hôpital, on me draguait. Ok. À l'hôpital, on te draguait? Oui, oui. Donc même à l'hôpital, on me draguait. Et... Donc ça n'a rien changé sur ton marché? Non, rien. Même pas un jour? Ça n'a vraiment pas changé. Pour un début, c'est pas facile. Pour moi, pas pour la personne peut-être avec qui j'ai envie de faire quelque chose. Pour moi, c'était pas facile. Pourquoi je me disais ce que je pouvais faire avant avec une personne. Est-ce que... Quoi? Dis-nous! Par exemple,
Non. Tu as 22 ans, non? Tu es majeure, donc voilà, ça va. Oui. Par exemple, comme... Avant, tu faisais quoi? Maintenant, tu ne fais plus. C'est même la partie là qui nous intéresse. Par exemple, aller faire le ménage. On parle de la vie amoureuse. Oui, mais bon. Amoureux chez le gars. Ah oui, Tu es une bonne gars. parce que si je suis avec une personne qui est chez lui, automatiquement je dois et qui travaille, automatiquement je dois partir faire la cuisine, en fait faire les tâches ménagères de la maison. Donc ce que je faisais avant, et du coup, quand je suis devenue comme ça, je me suis dit, est-ce que je peux encore le faire comme avant? Donc c'est un peu là où c'était un peu compliqué du côté de ma vie amoureuse, c'était un peu compliqué, même sexuellement, parce que je me disais, j'ai une main, je vais faire comment? On fait quoi avec la main? Bon, sexuellement, ça se passe comment? Ta main, c'est que tu connais à les hommes. Faut pas venir. Ta main, les hommes. Bon, on va pas lui montrer. Bon, sexuellement, ça se passe comment? Dans ton intimité? On ne veut pas trop les détails, mais dis-nous quand même un peu. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Bien comment? Tu arrives à utiliser une main. Tu arrives à faire plaisir à ton partenaire avec une main. Donc tu continues toujours à tout faire, quoi. Oui. Ou bien tu t'es adapté même sexuellement à gérer comme ça. Je me suis adaptée sexuellement à gérer comme ça. Donc il n'y a pas de problème. Et quand une personne m'aborde pour la première fois, il ne connaît pas que je suis invalide, il ne connaît rien. Donc c'est déjà une phase que je ne faisais pas avant. Quand tu me faisais les avances avant, c'était oui ou non. Mais maintenant, là, je suis obligée de dire je suis invalide. Est-ce que tu peux? Pourquoi non? Et quand il dit donc, il me demande qu'est-ce qui s'est passé, je suis obligée de dire donc c'est un truc que c'est récurrent, c'est la routine, donc peu importe, même si je ne vais pas accepter la relation avec toi. Tu avais quand même. Je dois quand même, oui, je dois dire. C'est quoi leur réaction du coup quand tu leur dis ça? Ils se rétractent, ils continuent ou... En fait, d'autres ne le font pas, mais quand on avance, ça se manifeste. Et c'est pour ça que j'ai dit dans mes propos plus haut que je n'aime pas qu'on m'accepte par pitié. Parce que ça ne m'aide pas, sincèrement. Donc tu vois, il y a d'autres qui font genre, par exemple, moi je t'aime, ils sont seulement là, par exemple, comme ils voient que je suis handicapée, ils vont peut-être m'utiliser sexuellement et après me laisser. Mais moi, je ne suis pas ce genre de personne handicapée. Je ne suis pas ce genre de personne. Un adage, je le dis, la femme, c'est pas le physique. Donc... C'est quoi alors? Oui, la femme, c'est pas le physique, mais dans la femme, c'est un tout en fait. C'est le mental, c'est la personnalité, c'est beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, je ne m'attarde pas trop sur le physique. Et les hommes qui s'attardent sur le physique en général, pour être avec une personne, vraiment, je ne sais pas. Peut-être ils ont peut-être leurs objectifs ou bien un truc à atteindre en s'attardant sur le physique de la femme. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur mon côté amoureux. Ça, nous, on veut savoir maintenant, c'est que maintenant ton gars, tu vas faire à manger chez lui et tout ça. Présentement, j'ai pas de gars, donc... Bon, l'ancien alors. Tu vas te faire à manger là-bas. Donc ça veut dire que tu peux non, je faisais pas. Tu peux entretenir un foyer en fait. Oui, quelque sorte. Tu fais la vaisselle, tu fais la lessive. Malgré qu'il refusait que je fasse. Mais chez toi, tu participes aux tâches ménagères? Chez moi, on ne me donne pas le lait. Ah ouais. On ne me donne pas le lait, donc. Et ça me plaît beaucoup, ça me plaît bien. Pourquoi? Parce que si on me donne le lait chez nous, parce que c'est pas parce que c'est comment qu'elle va me marier. Et si étant là chez nous, je ne travaille pas, ça va continuer. Nous sommes au pays. Quand tu n'as pas payé une bonne qui va venir faire tout jusqu'à préparer pour ton mari. Ce qui fait que quand je suis à la maison, je lave les assiettes, si je peux citer. Je lave les assiettes, je lave le sol, je prépare, je lave mes habits. Mais quand je suis fatiguée, maman m'aide souvent.
Donc, je fais tout en fait comme une femme au foyer. À la maison, bien sûr. Et spirituellement, comment est-ce que tu vis, tu as vécu tout ça? Est-ce que ça t'a éloigné de Dieu? Est-ce que tu en as voulu? Comment est-ce que spirituellement, ta foi, comment ça s'est passé? Spirituellement, ça ne m'a pas éloigné de Dieu. D'abord, pourquoi? Parce que c'est pour moi, je peux dire ainsi, c'était une chance pour moi. Je sais parce que Dieu voulait me faire comprendre à travers cet accident. Pourquoi? Parce que je n'avais jamais vu un accident de moto de commun parce que la personne sort vivant. Je n'avais jamais vu. Donc pour moi, je ne cesse de rendre grâce à Dieu du matin jusqu'au soir, des moments de ma vie, de ce qui m'a... Donc je dis même merci parce qu'on dit tout ce que je fais est bon. Peut-être aussi je n'étais pas handicapée, je ne vais pas connaître, je ne vais pas te connaître. Je ne vais pas être Miss. Donc tout ce que je fais est bon. Si je peux dire ainsi, mon côté spirituel, vraiment pour ça je ne blague pas avec Dieu. Je blague pas. Et quand même je blague, j'ai même peur qu'il peut encore me frapper. Peut-être que moi la peur, c'est peut-être que il m'a frappé. Donc si je peux dire ainsi. Tu as peur? J'ai encore peur qu'il me frappe la deuxième fois. Tu fais preuve vraiment de beaucoup de courage. Moi, vraiment, tu as mon admiration. Et est-ce que tu penses que ton entourage, ça a un impact sur ton entourage de voir quelqu'un qui a subi cette période-là de sa vie, qui est sorti de là avec une situation de handicap, mais de la voir joyeuse, de la voir aussi optimiste, tout ça. Tu penses que tu es une bénédiction pour ton entourage, pour les personnes qui te côtoient en général? Ça, je peux dire, je le pense avec certitude, avec les attitudes que je suis la personne là qui donne le courage. Je sais pas, c'est vrai, si je peux dire, si j'ai fréquenté, je suis dans une association des personnes handicapées. De plus de 6 ans, 7 ans qu'elles sont handicapées. Mais ce que moi j'ai fait, à peine 2 ans, elles sont vraiment, donc elles sont dépassées. Ça fait pas encore 2 ans, mai 2019, mai 2021, non? Donc ça va faire 2 ans en mai 2021, oui. Donc 1 an et demi, on va dire ça comme ça. Donc elles sont dépassées et du coup donc elles me voient, elles sont encouragées. Donc, en fait, là-bas, on m'appelle le soleil. C'est une bénédiction pour les gens. Une bénédiction, voilà. Mais te voir, toi, continuer à avoir goût à la vie, toujours tu es coquette, tu vis ta vie, tu as espoir au lendemain. Donc, je pense que tu dois être une bénédiction pour ceux qui te connaissent de près et ceux qui te connaissent de loin. Et je pense que tu vas nous envoyer un beau message de courage, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un plaisir pour moi de t'avoir sur ma chaîne et que tu puisses partager, envoyer ces ondes positives là. Donc c'est ce que je voulais. Ce que je peux dire, c'est que être handicapé n'est pas une fatalité. Être handicapé, c'est pas se laisser, c'est pas se sentir diminué et isolé et ne pas affronter la société. Moi, je ne suis pas de cet avis. Être handicapé, nous sommes comme toute autre personne, comme toutes les autres personnes. Donc, le message que moi je peux laisser aux personnes handicapées, c'est tous ceux ou celles qui sont encore chez eux, c'est de ressortir et de se battre et de faire comme une personne normale, de s'épanouir. Parce que c'est bien de faire des sorties aussi là, et se lancer surtout dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que avec mes recherches personnelles, je me suis rendu compte que des personnes en situation de handicap, elles sont délaissées et elles ne pratiquent pas, elles ne font pas trop de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur du regard de la société. Par contre, d'autres s'affirment. Et d'autres, les gens qui ne s'affirment pas là, moi, si je pouvais dire, je vous encourage, je vous exhorte de sortir de vos cachettes et de vous faire réfléchir. De ressortir ce que vous êtes dans la société. De vivre ce que vous êtes dans la société. C'est le message que je pouvais passer. La société a besoin de vous, de nous, de tout le monde. Comme on dit, il faut de tout pour faire un monde en fait. Voilà. Donc voilà. Tu es dans l'association depuis combien de temps? À peu près, en fait,
Quand j'ai eu mon accident, je crois, quand j'ai fini de composer, la semaine qui suit, parce que j'ai une amie, Olivia, sa tante est amputée du bras. Elle est une couturière, tantine Dorette. Donc c'est elle qui m'a mis dans l'association, qui m'a introduit dans l'association des personnes handicapées du Cameroun. Ça s'appelle comme ça, l'association handicapée des personnes du Cameroun? Oui, l'association des personnes handicapées du Cameroun. C'est quoi le but de votre association? Le rôle de l'association des personnes handicapées du Cameroun est de soutenir, parce que cette stigmatisation arrive chaque jour. Et du coup, c'est pas parce que moi j'ai accepté mon état qu'une autre personne va aussi l'accepter comme moi j'ai accepté. Ce qui fait que l'association est là comme ça. Quand peut-être on nous dit, peut-être qu'on publie sur Facebook qu'il y a une personne qui est handicapée à l'hôpital central, c'est notre rôle de partir vers la personne et d'encourager la personne, de remonter le moral à cette personne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. Que du jour au lendemain, comme tu te retrouves avec un bras, un pied, c'est pas facile. Donc voilà un peu le rôle principal de l'association, encourager d'autres personnes handicapées à ne pas se sentir délaissées ou bien rejetées seules dans la société. Voilà, je peux dire que c'est le rôle principal de l'association. Et parfois on fait des descentes dans des orphelinats. C'est pas seulement être avec un bras ou bien que tu es handicapé, même des personnes physiques, même des personnes à l'orphelinat peuvent subir un handicap, mais pas physique, mais peut-être mentalement, si je peux dire ainsi, ou bien moralement, si je peux dire ainsi. Donc c'est aussi l'une de nos objectifs dans l'association. Vous soutenez en fait des personnes qui sont dans cette situation-là, tout simplement. Et ça se passe bien? J'aime bien ce que tu fais, soutenir les autres, partager ton expérience, je suppose. Est-ce que les personnes acceptent que des personnes qui sont aussi handicapées comme eux viennent vers eux en fait? C'est pas parce qu'une personne accepte son état qu'une autre personne va accepter. Par exemple, on a eu un cas, un jour nous sommes arrivés à l'hôpital central, elle ne voulait voir personne. Et nous on a compris. Parce que c'était pas facile. Donc c'est pas tout le monde qui accepte qu'on vienne. Donc en fait qu'on ampute comme ça le lendemain d'autres personnes handicapées, donc elle se dit qu'on vient se moquer d'elle. Pourtant ce n'est pas le cas. Nous on est plutôt soutenir cette personne. Je veux que nous sommes d'abord rentrés le jour là, avant de revenir maintenant 2 semaines après et expliquer. Et du coup, elle nous expliquait ainsi que c'est parce qu'elle croyait qu'on venait peut-être se moquer d'elle. Parce que c'était une fille qui aimait franchement. Donc, elle aimait son physique, elle aimait. Donc, quand son pied vraiment est parti, elle était tellement désespérée. Et du coup, raconte-nous un peu ton expérience de Miss. Pourquoi tu t'es présentée à ce concours? Ça reste quand même un concours. Comment tu as eu connaissance du concours? Comment tu t'es présentée? Comment ça s'est passé? Pour le concours de Miss Handicapée Cameroun, quand je fais mon accident, après le bac, moi je ne savais pas qu'il y avait un concours de Miss Handicapée. Donc ce que moi j'avais en tête, c'est de créer un truc qui a trait à ce genre de choses pour des personnes handicapées. Mais malheureusement, il y a une personne de l'association, Cybelle, lors de la fois au monument de la réunification, on échangeait. Elle m'a fait comprendre qu'il y a le concours de Miss Handicapée Cameroun qui arrive. Elle me dit, bon, il faut t'inscrire. Et quand je dis ceci, est-ce que là-bas on fait aussi le speech? Elle me dit, non, elle ne fait pas le speech. Et tout, je dis, d'accord, c'est bon, si je pas le speech. Pourquoi tu as fait le speech? C'est pas pareil. Là, c'était ma première fois, donc je n'étais pas habituée. Donc c'est comme ça que moi-même, elle a dit ça comme ça, après elle est restée tranquille. Je suis allée sur Facebook, j'ai tapé le site, j'ai fait des recherches, j'ai cherché Miss Handicapée Cameroun. Et heureusement pour moi, j'étais la dernière personne. On avait lancé le casting, on avait fait on était parti un peu de partout, dans toutes les régions, pour faire des photos pour les votes en ligne. Donc j'étais un peu en retard. J'ai fait appel à la dame, je me suis inscrite et du coup, mon objectif principal quand je me suis inscrite à Miss Handicapée Cameroun était de redonner le sourire à toute personne handicapée qui
qui ne se sentent pas à l'aise dans la société. Donc c'était mon objectif principal là-bas et de rendre la personne handicapée autonome dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que dans mon association, avec les commentaires des personnes qui sont handicapées, il y a de cela 6 ans, 10 ans, elles disent que la personne handicapée ne travaille pas, passe son temps dans les rues à commander un peu de partout. Et du coup, moi, ça me faisait bizarre. Et comme je marche un peu de partout, je vois un jeune homme qui n'a pas un pied bien, qui peut se battre. Il est partout, il tend la main, il demande donc. Moi, quand je partais faire le concours de Miss handicapée, c'était de donner le sourire à la personne handicapée et de rendre cette personne autonome pour qu'elle puisse travailler et qu'elle puisse dépendre d'elle-même, qu'elle n'attende plus peut-être des hommes. Parce que quand un homme donne de l'argent à peut-être une personne handicapée, peut-être c'est par pitié ou bien que Aka. Et même s'il ne le fait pas par pitié, du jour au lendemain, il peut dire qu'Aka, tu mets ça à quoi, je suis handicapé, des trucs comme ça, du coup ça fait mal, ça choque. Donc voilà vraiment la raison pour laquelle je me suis inscrite au concours. Et par la grâce de Dieu, si je peux dire, je suis sortie, je ne suis pas sortie Miss, comme parce que moi je voulais sortir Miss. Mais ce que je fais, je suis sortie depuis, ça n'empêche que je mène mon plan d'action que j'avais prévu mener, que je mène mes actions, mes objectifs principaux. Pendant mes 2 ans de mandat, même après mes 2 ans, je vais toujours continuer à mener mes activités, ce combat. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Ça me tient franchement à cœur. C'est pour ça que je n'ai pas hésité quand vous m'aviez invité à votre chaîne YouTube, parce que j'aime, en fait, c'est comme si c'était un poids que le Seigneur m'a mis de communiquer ça aux autres personnes handicapées, si je peux dire ainsi. Donc voilà mon objectif principal, la raison pour laquelle j'ai fait Miss Handicapée Cameroun, et j'espère que le Seigneur va m'aider à pouvoir développer ce projet-là que j'ai vraiment en tête. Donc tu veux être en quelque sorte une sorte d'ambassadrice. Oui, voilà. Et véhiculer ce message-là et peut-être par des actions concrètes, amener des personnes en situation de handicap de ne plus être là à demander de la compassion, à commander leur pain quotidien, si je peux dire ça comme ça. Malgré son handicap, on peut faire quelque chose, un métier, c'est quelque chose de beau. C'est un beau message en tout cas. Et donc du coup, à part ça, c'est quoi tes projets pour la suite? Être guide touristique et ça, est-ce que tu as d'autres projets pour la suite? Te marier, peut-être avoir des enfants, je sais pas. C'est un projet, j'ai ce genre de projet, mais bon, pas pour le moment quand même. Pas pour le moment. Donc là, tu comptes finir tes études tranquillement, poursuivre ta carrière professionnelle et en parallèle, faire ce que tu veux faire pour les handicapés. Et du coup, tu n'as pas de réseaux sociaux, tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu comptes véhiculer ce message-là? Pour les réseaux sociaux, j'ai pensé, et c'est ce que je vais faire, créer ma page Facebook, le quotidien de Stella. Donc, il y a le nom. Oh, c'est bon. Donc je vais l'intituler ainsi, le quotidien de Stella. Et Instagram aussi, que je vais aussi créer un compte Instagram, le quotidien de Stella. Dans cette page, je vais montrer d'abord, pourquoi? Parce que je vais d'abord montrer l'image de ce que je suis. Pourquoi? Parce qu'on me pose trop de questions. Est-ce que tu peux travailler? Est-ce que tu peux faire ceci? À travers les posts que je vais faire dans mes pages, je vais montrer par exemple comment est-ce qu'une personne handicapée qui n'a pas une main peut laver les assiettes. Parce que je sais, il y a peut-être d'autres personnes qui sont handicapées du bras, mais qui n'ont pas essayé et elles ne savent même pas comment s'y prendre pour laver les assiettes. Donc je vais montrer ça dans mes pages, comment on lave le sol. Même avec la raquette, c'est possible. Avec la raquette, c'est possible. Donc je vais montrer ça. Et sans oublier l'entrepreneuriat. S'il plaît à Dieu, je vais passer des messages sur des petites conférences, des petits séminaires que je vais organiser pour ces personnes-là dans mes pages Facebook et IG. Donc tes réseaux sociaux, ça va être ta vitrine. Ça va te servir à ça. C'est même pas
on va pas venir voir comment tu es belle. Tu vas pas nous poster les photos comment tu es belle, comment tu... Tout ça. Par exemple, un peu quand même, non? Par exemple, s'il y a peut-être des occasions, comme la fête de la jeunesse, je dois montrer qu'une jeune handicapée... Tu dois te produire. Voilà. Une personne, c'est pas seulement une personne, donc une jeune femme handicapée qui vit sa vie de jeune femme. Qui vit sa vie de jeune femme tout simplement. Même le 8 mars qui arrive, une femme handicapée aussi, elle doit aussi s'y mettre. Donc en fait, c'est un peu dans les genres d'occasion là. Et sans oublier par exemple, ce que nous vivons, des accidents et tout, sans toutefois rendre hommage à tous ceux qui peuvent avoir des accidents. Et du coup, donc peut-être aussi faire de la prévention parce qu'au Cameroun, il y a tellement d'accidents. On dit que le Cameroun, c'est un mouroir à ciel ouvert. Il y a tellement d'accidents de la route. Peut-être que ce sera aussi un bon moyen de véhiculer des messages à ton niveau, bien évidemment. Et de sensibiliser son entourage, tout ça. Donc, en tout cas, on t'encourage et j'espère que mes abonnés viendront te suivre sur les réseaux sociaux. Moi, déjà, dès que je sais que tu as des réseaux sociaux, je viendrai m'abonner et je vais suivre ton quotidien. Pourquoi déjà tu as accepté de faire cette vidéo avec moi? Et qu'est-ce que tu attends de cette vidéo? C'est compliqué. Si j'ai accepté de faire cette vidéo avec toi, c'est pourquoi parce que c'était d'abord parce que je ne m'y connais pas encore dans les choses des réseaux sociaux. Et du coup, quand j'ai fait part de ça à Diane, elle m'a dit bon, elle nous montre souvent tes vidéos, tes trucs YouTube. Et donc, on dit bon. Mais j'avais jamais fait part de ça que ouais, pardon pour aussi, non. C'est un jour, elle me dit, ma grande soeur, j'ai fait part, elle me dit que j'ai dit d'accord, bon, ça veut dire que j'ai ça mes prières. Il m'a mis une personne qui peut m'aider dans ce genre de cheminement. J'espère que je vais t'aider. Moi-même, je l'espère et je sais que tu vas m'aider à ton niveau, bien sûr. Donc, quand elle m'a dit ça, j'étais fière et je sais que tu vas m'aider dans cette lancée. Mais pourquoi il faut saisir les occasions. Dans la vie, c'est comme ça. Si c'est que tu vois quelqu'un qui peut t'aider d'une manière ou d'une autre à avancer dans ton objectif, tu demandes. Si la personne dit non, la personne dira non. Ou la personne dira oui, tu peux pas savoir, mais il faut y aller. D'accord. C'est comment on appelle ça? C'est un trait de caractère que je pense qu'il faudrait avoir. Que l'on soit en situation de handicap ou pas, hein, mais quand tu as ton objectif et que tu sais qu'il y a des personnes qui peuvent te rapprocher de ton objectif, en tout cas, tu n'hésites pas à demander. D'accord. Tu n'hésites pas à demander. En tout cas, moi, quand Jeanne m'a raconté ton histoire brièvement, parce que je ne suis pas trop entrée dans les détails, moi, j'ai trouvé que c'était un bon sujet, déjà. Après, c'est vrai que je n'étais pas sûre que tu allais accepter de raconter ton histoire comme ça, mon Dieu, parce que c'est pas tout le monde forcément qui est prêt à s'exercer, surtout que c'est récent. Donc du coup, mais bon, je me suis dit qu'elle va quand même poser la question, bah Dieu merci, tu as accepté. Et j'espère que ton passage va aider plus d'un, plus d'une, et que à travers l'aide que je t'apporte, j'espère que tu trouveras aussi des personnes qui pourront te donner un coup de pouce dans tout ce que tu veux faire. Ou même si c'est d'avoir un peu de visibilité, pourquoi pas. Donc du coup, voilà. Donc, qu'est-ce que tu attends de cette vidéo? Ce que j'attends de cette vidéo, c'est qu'elle soit partagée dans le monde, si je peux dire ainsi, et que tous ceux qui se seront encore abonnés, ceux qui sont abonnés, puissent encore se réabonner et partent aussi se réabonner à ma page, voilà. À ma page Facebook et IG, Instagram, que je vais créer entre-temps, intitulé Le quotidien de Stella. Donc voilà ce que j'attends sincèrement et... Ça s'est bien passé non la vidéo? Ça s'est très bien passé, c'était plus... C'est une belle expérience. J'ai été ravie de t'avoir à mes côtés pour partager cette thématique tout simplement. Le plaisir était partagé. Et ton histoire, elle est, selon mon appréciation, elle est triste, mais on peut bien voir que tu ne te laisses pas emporter par ce sentiment-là. Tu es une femme forte et je pense que, j'espère en toi que tout ce que tu vas entreprendre
dans ta vie personnelle, professionnelle ou pour aider les autres. J'espère que ça marchera. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'ai été ravie de t'avoir à mes côtés. Merci, le plaisir. Et j'espère que peut-être pour une autre occasion. Moi, en tout cas, je vais suivre ton actualité, ton quotidien. Je vais m'abonner à tes différentes pages des réseaux sociaux. Et j'espère aussi qu'il y a plusieurs d'entre vous qui vont aller la rejoindre sur ces différents réseaux sociaux que je mettrai en barre d'infos. Donc voilà, dans le mot de la fin, c'est soyez heureux, cherchez toujours votre épanouissement, peu importe votre situation physique, votre situation financière, les problèmes que vous avez dans la vie, soyez toujours heureux quoi. Donc croyez en Dieu. C'est essentiel. donc voilà, soyez forts et je sais pas, on vous envoie beaucoup d'ondes positives et puis à la prochaine. Bye bye. Gotham, c'est... On n'a pas fait la santé.